Oui, alors vous avez jusqu'à cette époque-là, la viticulture, c'est l'Église, à travers les évêques et les monastères, et puis ce sont aussi les princes, les grandes familles aristocratiques. Et à partir du développement des villes, du développement de la bourgeoisie, elle également va investir dans le développement de vignobles, pour une raison simple, c'est que posséder une vigne, c'est pas un titre de noblesse, mais ça monte, c'est un titre de prestige, oui. C'est prestigieux, avec tout ce qui va autour. Et donc il y a une certaine concurrence, oui, avec la bourgeoisie qui va commencer à s'opérer au XIIe siècle et qui ne fera que grandir jusqu'à la Révolution. Et à partir du XIVe, XVe siècle, la viticulture bourgeoise prend même le devant sur la viticulture monastique. Donc il y a certainement une concurrence locale, mais je pense que c'est une concurrence très saine, qui était source certainement d'émulation. Alors, notamment, il faut parler de deux institutions qui sont à l'origine du vignoble français. Le vignoble français ne sont pas les moines qui l'ont créé véritablement. Les Grecs, les Phocéens, mais surtout c'est la période romaine qui va voir fleurir les vignobles sur tout le territoire de la France. Mais la construction de nos régions viticoles, elle se fait autour des monastères, et notamment avec deux grands ordres, Cluny et Cîteaux. Cluny et Cîteaux, c'est 3000 établissements monastiques en Europe occidentale, dont les 2/3 en France. Donc c'est en France qu'il y a le plus de vignobles monastiques. Donc on peut dire qu'à cette époque, le cœur de la viticulture monastique, c'est la France, et plus précisément même la Bourgogne. Et oui, on peut dire que la France s'impose comme le premier pays viticole en Europe à cette époque-là, oui, sans l'ombre d'un doute. Vous aviez des vignes dans ce qui constitue l'enceinte de Paris même. Là, je lis mon livre, mais on trouve des vignes à la Goutte d'Or, à Monceau, à Charonne, à Vaugirard, à Ivry, à Suresnes. Donc dans ce qui constitue une zone très urbanisée aujourd'hui. Et puis il faut étendre ce périmètre partout sur les bords de la Marne, la bord des affluents de la Seine, là où le site est favorable, on trouve des vignes. Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, sous la période carolingienne, la région parisienne est la première région viticole. Alors nous sommes à cette époque-là dans une période de réchauffement climatique. Et donc le climat finalement est assez favorable à la vie de la vigne. Après, à partir du 14-15e, quand on va rentrer dans une période de refroidissement, cela sera sans doute moins le cas. Et aujourd'hui, au moment où on parle d'un réchauffement qui est une réalité, on peut discuter sur les causes, mais le réchauffement est une réalité, eh bien, l'Île-de-France, potentiellement, pourrait être une grande région viticole. Et vous avez aujourd'hui un certain nombre d'initiatives qui ont été prises par des particuliers, des vignerons, où des domaines viticoles se recréent aujourd'hui en Île-de-France, avec derrière toute une volonté de créer une organisation viticole cohérente pour refaire de l'Île-de-France une région viticole. Alors, quand les rois de France investissent, la figure emblématique de François Ier, investissent la Touraine pour en faire finalement le cœur du pouvoir. La Touraine, pensons à tous ces châteaux de la Loire, le roi séjourne dans cette région, donc elle devient le lieu du pouvoir en France. Il est clair, et notamment François Ier, mais Henri II aussi, et puis un certain nombre de grands seigneurs vont être à l'origine de la création de vignobles. François Ier notamment a beaucoup fait dans ce domaine-là pour développer les vignobles en Touraine, mais la Touraine était déjà une région viticole avant, et notamment la région d'Orléans. La région d'Orléans, sans doute la survivance du vignoble romain, mais aussi par le fait monastique. J'étais dans cette région il n'y a pas longtemps, je suis allé voir des ruines d'abbayes qui étaient des abbayes vigneronnes avant l'arrivée de François Ier. Et c'est une région viticole importante pour une raison très simple. C'est ce que je vous disais à l'instant. Il faut regarder une carte pour comprendre les choses. Quand vous regardez une carte, d'abord une carte de la France viticole, vous constatez que tous les grands vignobles se trouvent le long des fleuves ou le long des axes
routiers principaux, mais le long des fleuves, tous, ou alors le long de la bordure maritime. Il n'y a pas d'exception. Et quand on regarde Orléans, Orléans, c'est le point le plus haut de la Loire, le plus proche de Paris. Donc il y a un vignoble à cet endroit-là, c'est tout à fait logique, c'est dans la logique du vignoble d'Île-de-France. Orléans, c'est très près, un saut de puce et on est à Paris. Donc il y a un grand vignoble qui se déplace, qui prend place dans l'Orléanais. Et ce vignoble va décliner lorsqu'on va creuser les canaux. Et là, le vignoble de la région de Nevers, de l'Allier, le vignoble de l'Anjou, du Pays nantais, vont avoir accès à Paris plus facilement par ces canaux, et puis des vignobles, des vins d'autres régions. Et les gens d'Orléans ne vont pas voir le coup venir. Ils vont, parce qu'ils vont être en concurrence avec des vins de qualité. Et eux produisaient des vins de qualité moyenne. Tant qu'il n'y avait pas de concurrence, ça allait bien, mais quand il y a la concurrence, ils vont se retrouver dépassés. Et contrairement à la Champagne qui va savoir se reconvertir, ben l'Orléanais non, ils vont se reconvertir mais dans le vinaigre. Orléans est une région de vinaigre, on fabrique du vinaigre, et Orléans il est réputé. Et puis dans le maraîchage également. Et ils vont abandonner la culture de la vigne. Cette culture de la vigne qui renaît aujourd'hui. Et c'est une bonne chose parce qu'il y a un vrai bon terroir dans l'Orléanais. Oui, on peut sans doute trouver d'autres paramètres, mais c'est l'élément fondateur. Et là, c'est passionnant parce que cela montre bien le lien, j'ai dit le lien entre le vin et la géographie, la vigne et la géographie, ça c'est une évidence, mais entre le vin et l'histoire aussi. J'ai appelé mon premier livre « La mémoire du vin ». Cette mémoire du vin, c'est une double mémoire, c'est celle de la géographie et c'est celle de l'histoire. L'histoire favorise ou au contraire pénalise. Jusqu'au mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri II Plantagenet, nous sommes au XIIIe siècle, XIIe siècle. Au XIIe siècle, la région de Bordeaux, sur la façade atlantique, n'est pas et de loin la première région productrice de vin. La région de La Rochelle, par exemple, ou du Pays nantais, mais La Rochelle la dépasse très largement. Quand ce mariage va provoquer finalement la moitié occidentale, à part la Bretagne, de la France va devenir anglaise, puisque en se séparant de Louis VII, en épousant Henri II Plantagenet, qui 2 ans après le mariage devient roi d'Angleterre, c'est une catastrophe pour la France, l'Anjou et toute la partie occidentale de l'actuelle France devient anglaise. Grâce à Philippe Auguste, on va très vite reconquérir des terres perdues, mais l'Aquitaine va rester anglaise pendant 3 siècles. Et elle va devenir le grenier de l'Angleterre. Et notamment, c'est l'Aquitaine qui va fournir l'Angleterre en vin. Et donc là, on a un développement du vignoble bordelais pour le marché anglais et pour le marché de l'Europe, dont le point de départ, effectivement, est ce mariage. Ça, c'est une évidence historique. Et puis il y a le fait aussi que le port de Bordeaux, qui est un port important, que les Anglais vont développer considérablement, qui donne sur l'Atlantique, sur la mer, c'est facile par voie maritime de se rendre en Angleterre. Il y a deux, je ne sais pas comment on appelle ça, mais caravanes maritimes, il y a un autre nom, mais tous les ans, je crois, vers la Toussaint et vers Pâques. C'est le plus gros convoi commercial en Europe pendant des siècles. Le transport du vin par voie maritime du Bordelais en Angleterre. C'est quelque chose de colossal. Et les Bordelais, avec évidemment l'appui du roi d'Angleterre, vont se protéger fiscalement, vont mettre des barrières fiscales qui, dans les faits, interdisent pratiquement aux vins qu'on appelle du haut pays, c'est-à-dire les vins de la région de Cahors, qui dominaient les vins de Bordeaux avant ce fameux mariage, vont être interdits pratiquement d'accès au port de Bordeaux. Ou en tous les cas, quand on autorisera l'accès, c'est 9 mois après la récolte, après la vendange, à un moment où le vin n'est plus commercialisable. Donc il y a cette espèce de protection, de protectionnisme du vin de Bordeaux qui va considérablement, évidemment, lui être profitable. Et ce qui est étonnant, c'est lorsque
l'Aquitaine va redevenir française après Castillon la bataille. Les négociants de Bordeaux vont faire le siège du roi de France pour qu'il maintienne ce que l'on a appelé le privilège de Bordeaux, donc ces taxes et l'interdiction aux vins du haut pays d'avoir accès au port de Bordeaux. Ça sera Choiseul, sous le règne de Louis XVI, qui lèvera cet interdit. Cette période 14e, 15e siècle, qui est une période sombre, effectivement, une période où toute l'espérance qui est celle du 11e, 12e, début du 13e siècle, cette période de développement considérable à tous les niveaux, intellectuel, spirituel, c'est la période des cathédrales, est largement oubliée. On rentre dans une période où le pessimisme va être la règle. Ça se voit d'ailleurs dans la statuaire, dans les écrits, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, il y a les guerres qui sont récurrentes, et la guerre, elle est destructrice. La guerre de 100 ans et toutes les guerres qui suivront. Ensuite, comme vous l'avez dit, c'est une période de refroidissement. Donc le refroidissement, ça va entraîner famine. Et puis, c'est la période des épidémies également. On a la grande peste où près de la moitié de l'Europe disparaît. Donc on imagine bien que cela a forcément des conséquences dans tous les domaines de l'activité humaine, et notamment dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de la viticulture. L'épidémie, la moitié de l'Europe, des habitants de l'Europe disparaissent. Dedans, il y a tous ceux qui travaillent la terre, qui travaillent la vigne. Donc difficulté de trouver de la main-d'œuvre. Et puis les destructions des guerres. Donc là, on a une période effectivement où la viticulture, un peu comme ça avait été le cas dans la période des invasions, va marquer non seulement un coup d'arrêt, mais va régresser. Alors ça, c'est une question qui est éminemment controversée. Si je prends par exemple l'exemple de la Bourgogne qui est la région monastique par excellence. La Bourgogne aujourd'hui, c'est la région au monde qui met le plus en avant la notion de terroir, avec un parcellaire qui est extrêmement détaillé, où d'un côté d'un chemin à l'autre, vous pouvez passer du Grand Cru à la simple appellation village. Donc tout cela sont des parcelles qu'on appelle des climats. Ce sont des parcelles qui peuvent faire 2, 3, 4, 10 hectares. Tout ça a été élaboré au cours du temps. Et on prête beaucoup aux moines dans ce domaine-là. On estime que ce sont les moines qui avaient décelé la qualité de ces parcelles. On dit même qu'ils goûtaient la terre pour en évaluer la qualité. Alors tout ça, ça appartient un peu à la légende. Ce que l'on peut dire, c'est assez difficile parce que, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, à l'époque romaine, on a très peu d'écrits. Toute la transmission se fait oralement. Donc on a peu d'écrits sur ce qu'était l'intention des moines pour élaborer du vin. Mais il y a des choses que l'on peut dire, malgré tout. Les moines n'ont pas inventé grand-chose dans le domaine, on pourrait parler aujourd'hui de l'œnologie, ou de l'élaboration du vin, ou de la culture de la vigne. Mais ils ont tout perfectionné. Donc, il y a une chose qui est certaine, c'est que c'était des grands techniciens. Et ils l'étaient d'autant plus qu'ils avaient le temps pour eux. On imagine un frère convers qui travaillait dans la vigne, quand il rentrait au monastère, il avait fait vœu de stabilité, donc il restait là toute sa vie active. On imagine qu'il réfléchissait à ce qu'il faisait, d'autant plus qu'il y était poussé par le monastère, parce que le vin participait de l'image du monastère. Donc certainement qu'il y avait la volonté de produire un beau vin, un bon vin. Quand on recevait le pape, quand on recevait un évêque, quand on recevait un prince de ce monde, on voulait le recevoir bien. Et même quand on se recevait le pèlerin de base, on imagine que tel monastère mettait son point d'honneur à produire un bon vin. Et il y avait déjà à l'époque certainement une hiérarchie des vins. Il y a un texte très amusant de Saint Bernard. Saint Bernard, c'est l'ascète par excellence, qui ne trouve aucun plaisir dans la consommation du vin. Et il accuse les moines de Cluny. Il a cette phrase, il dit les vins que les moines de Cluny ne boivent pas mais tâtent. C'est-à-dire que le moine de Cluny, il les accuse d'abord de sentir le vin, de rechercher du plaisir à renifler le vin,
et puis à du plaisir quand on a le vin en bouche, le tâter le vin, plutôt que de le boire comme une boisson lambda. Donc on voit les moines de Cluny, certainement, qui étaient des esthètes, eh bien, cherchaient du plaisir, de la joie, peut-être même des émotions, dans la consommation de leur vin. Et il y avait au Moyen-Âge une hiérarchie des vins. Il y a un texte fameux qui date du règne de Philippe Auguste, qui s'appelle La bataille du vin. Où, alors c'est un peu une fable, mais c'est un moine anglais qui réunit tous les vins qui existent, jusqu'au vin de Chypre, etc. Et puis il va les déguster, et il en fait un espèce de classement. En tous les cas, il porte des jugements. Et le vin qui est sorti premier à cette époque, même si l'amour-propre français doit en souffrir, c'est un vin de Chypre. Mais vous avez dans les vins qui ont été très bien notés, vous aviez les vins de Saint-Pourçain, par exemple, les vins de Beaune. Voilà, on voit en Champagne les vins de la région de Châlons, Châlons en Champagne, Châlons-sur-Marne autrefois, sont vilipendés, traités plus bactères. Donc il y avait une hiérarchie des vins dès le Moyen-Âge. C'est ce que l'on peut dire. On peut difficilement aller plus loin. Alors effectivement, ça correspond au goût anglais. Les Anglais appelaient ça le black wine. Alors ce black wine, c'était un vin plutôt de la région de Cahors, qui était consommé en Angleterre. Et quand les Anglais vont prendre possession de l'Aquitaine, alors plus tardivement, hein, au XIIe siècle certainement pas, mais plus tardivement, de toute façon les Anglais vont rester très présents en Aquitaine. Les négociants bordelais sont de familles anglaises ou hollandaises pour certaines. Et donc c'est eux qui vont dicter leur volonté. Et à Londres, on apprécie ces black wine, donc ces vins de macération concentrés, ce qui n'est pas du tout le cas dans le reste de la France. Mais on peut dire que ces vins-là vont connaître un réel succès à partir du XVIIe siècle. Parce que quand on élabore un vin comme cela, ça n'est pas pour le consommer dans l'année. Ce sont des vins qui, pour la première fois, vont avoir une capacité de garde. Et les Anglais vont être à l'origine de ce phénomène. Ils vont demander aux Bordelais de produire ce type de vin de façon à pouvoir le conserver et à constater l'amélioration au fil des ans. Et cela, ça n'est possible que par une chose, c'est l'invention de la bouteille de verre. C'est une date fondamentale. Il y a 3 grandes dates. Certainement l'invention de la terre cuite, puisque les premiers vins sous toute l'Antiquité, sont conservés en terre cuite, sont élevés, vinifiés, élevés, conservés, transportés dans des contenants en terre cuite. À partir du IIe siècle de notre ère, c'est le tonneau qui s'impose. Et le tonneau, ça va être une révolution aussi, d'abord parce que c'est très maniable, c'est facile à transporter, mais le problème, c'est que comme c'est pas parfaitement étanche, il faut consommer le vin assez vite. D'où un changement dans la nature du vin. Et puis la troisième grande invention, c'est la bouteille de verre. Et la bouteille de verre va permettre la garde du vin. On ne peut pas conserver le vin en tonneau indéfiniment, surtout que les tonneaux de cette époque ne sont pas parfaitement étanches. Donc on ne peut pas, puis pour la commercialisation, le transport au loin, la conservation, c'est pas l'idéal. En revanche, avec la bouteille de verre, la garde devient possible. Et donc on va se mettre à élaborer des vins de garde, pour les vins rouges, des vins de longue macération, qui répondent au goût anglais, et on va voir cette tendance s'imposer, et un peu à contre-cœur en Bourgogne, où en Bourgogne on est assez réticent à faire ce type de vin, mais finalement on va finir par le faire, même si le cépage, le pinot noir, est un cépage beaucoup moins tannique, donc où la nature des vins de Bourgogne, on le voit aujourd'hui, hein, n'est pas celle des vins de Bordeaux, qui ont des tanins beaucoup plus présents. Mais ça, c'est la nature du raisin.